De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous et merci d'être là comme chaque vendredi fidèle. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Et en ce 14 juillet, je suis ravi d'être à vos côtés avec bien évidemment, vous le savez, la version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Avec au menu tout à l'heure Pepe Garcia qui sera de retour du Japon. Avec lui, on va découvrir le premier Blu-ray Ultra HD signé Disney. C'est un événement. Je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, Pepe nous racontera ses pérégrinations nippones en matière de high-tech avec le retour du vintage. Et puis, il nous fera visiter, vous savez, le fameux salon high-tech à Akihabara. Ce sera tout à l'heure. Donc, vous le savez, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle en cliquant sur j'aime pour être au courant de toute l'actualité high-tech et surtout échanger vos infos sur la high-tech. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et puis au passage, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez-en bien si c'est le cas. C'est l'heure du club de la presse IT. Raphaël Grabier là. Salut Raphaël. Salut François. Et non, Raph n'est pas encore en vacances. Non. Jean-Marie Portal est là aussi. Bonjour François. Salut Jean-Marie. Vous prenez jamais de vacances les gars? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, si, enfin, c'est les vacances. C'est les vacances. 01net, Oh, c'est tellement c'est les beau. vacances permanentes. C'est tellement bien dit. À noter, tiens, puisqu'on parle de vacances, qu'on retrouvera encore un de quoi je me mêle la semaine prochaine. Et après, on baisse le rideau jusqu'à fin août. C'est normal, il faut qu'on se repose. Dans un instant, avec Jean-Marie Portal, on va parler des infos santé qu'on peut retrouver sur Internet. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Hein. Vous avez remarqué que parfois vous avez, je sais pas moi, le nez qui coule, vous regardez sur Internet, vous avez un cancer du cerveau. Ça fait toujours ça, et J'ai arrêté de regarder. on est toujours un peu stressé, et voilà, mais bon, malgré tout, il y a des sources sérieuses de santé sur Internet, on en parle dans un instant. C'est dans le 01net Mag qui est ici, les amis. Mais pour débuter, l'actu qu'on a pu lire sur 01net.com. Et on va commencer par, écoutez s'il vous plaît, là on pourrait presque avoir une minute de silence, la marche funèbre. Windows Phone, on le savait, n'allait pas très bien. Windows Phone 8.1, lui, va encore moins bien. On l'a débranché, ça y est, c'est fini. On a débranché Windows Phone 8.1, les amis. C'était l'annonce officielle alors hier. Alors ça s'est fait très discrètement sur le site de Microsoft, qui a annoncé en fait la fin du support pour Windows 8.1 le 11 juillet, donc hier, c'est terminé. Alors concrètement, pour les quelques personnes qui utilisent encore Windows Phone en France, ils sont 8 je crois. Il y a François. Il y en a 8.1 je crois. 8.1, voilà. C'est ça. Alors les principales conséquences, c'est qu'il n'y a plus de mise à jour évidemment, mais enfin ça c'était le cas depuis déjà 2 ans je crois. Il y aura surtout plus de correctifs de sécurité. Donc en gros, si vous avez un smartphone sous Windows 8.1, il serait peut-être temps de changer. Parce que ça va devenir peut-être un petit peu dangereux, il va y avoir des failles de sécurité qui seront plus corrigées. Et puis c'est un peu la fin de l'ère Nokia, Lumia, toute cette époque, avec les smartphones Windows qui n'étaient pas forcément très chers, qui ont bien marché d'ailleurs. Hein. En France, ils sont montés, je crois, à 15% de part de marché. Donc quelque part, c'est un peu la fin d'un cycle qui était déjà acté, hein, mais on va dire c'est symbolique. Il ne faut pas s'affoler non plus sur les failles de sécurité. Généralement, les pirates s'attaquent aux produits qui sont largement répandus et très utilisés. C'est vrai qu'a priori, ce ne sera pas forcément... J'ai du mal à voir un pirate se dire « Tiens, je vais faire un virus pour Windows 8.1 ». C'est sûr. Non, ce ne sera pas forcément effectivement des cibles très intéressantes. Alors après, il y a quand même Windows 10 mobile qui existe toujours. C'est ce que j'allais dire. On est un peu vache là en disant c'est la mort de Windows Phone, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une ancienne version de Windows Phone qui est morte. Ça. Mais une version qui devait en fait officialiser et qui était prévu pour cartonner entre guillemets et faire imposer Windows, les smartphones Windows dans le monde, qui n'a pas du tout fonctionné. Avec, on va dire, un péché originel, c'est que tous les gens qui avaient des smartphones sous Windows Mobile 7, Windows Phone 7, pardon, ne pouvaient pas migrer vers Windows Phone 8. Donc déjà, ça a un peu cassé l'élan. Il n'y a qu'en France où ça a marché, dans le reste du monde, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, effectivement, ils sont passés sous Windows 10 Mobile il y a 2 ans. Ils ont sorti d'ailleurs des très bons smartphones, les Lumia 950, etc., qui étaient très bons. Et malheureusement, a priori, Windows 10 Mobile aussi devrait pas faire long feu. On va dire que c'est déjà sur la fin. Il y a déjà très peu d'appareils encore en circulation. Et donc, en fait, ce qu'on attend, c'est peut-être un 3e encore renouveau avec peut-être un Surface Phone qui devrait arriver dans les mois, voire années qui arrivent, peut-être. Oui, puisque Microsoft murmure qu'il y aurait peut-être un renouveau dans le domaine du smartphone. Mais bon, il y a un problème, c'est qui était un des problèmes de Windows Phone, c'était qu'il n'y avait pas assez d'applications, que les développeurs n'étaient pas incités à développer. Donc ça,
on a du mal à voir comment Windows pourrait corriger ce problème. C'était une stratégie qui était complètement différente de Satya Nadella. Oui, mais on voit bien comment ils essayent de corriger le truc justement en essayant de faire un mix entre Windows et Windows Mobile. Donc, c'est-à-dire que avoir des applis universelles qui fonctionnent aussi bien sur ordinateur sur smartphone. Ça irait forcément avec le développement de nouveaux produits. Effectivement, il y a avec Snapdragon notamment qui peut fonctionner, où les applis peuvent fonctionner en ARM ou même si elles sont faites pour du x86. Donc effectivement, ce sera une des pistes. Par la suite, il y a aussi le store de Windows 10S qui est arrivé, qui pourrait peut-être aussi servir à motiver les développeurs pour ensuite rebasculer sur le mobile. Voilà. Bon, on verra bien. L'actu cette semaine aussi, c'est Apple qui se prépare pour la réalité augmentée. On le voit avec iOS 11 qui va sans doute révolutionner pas mal de choses. Apple a pris son temps, Raphaël, mais visiblement, ça valait le coup. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont présenté, donc un kit de développement ARKit à la WWDC, donc leur conférence qui est faite pour les développeurs. Ils suivent un peu les traces de Tango qui a été présenté par Google il y a 3 ans déjà, donc une techno qui est déjà éprouvée, sauf qu'elle a un petit problème, c'est qu'on la retrouve encore assez rarement sur les smartphones. De fait, en fait, comme il faut des capteurs supplémentaires sur Tango, malheureusement, il y a eu un smartphone de Lenovo qui a été fait, mais bon, qui s'est vendu, on va dire, à quand même assez peu d'exemplaires. Il y a Asus qui vient d'en sortir un aussi, mais là aussi, ça reste assez limité. Et Apple, contrairement à Google, ne se sert pas d'un capteur supplémentaire. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait avec ARKit comme contenu en réalité augmentée va fonctionner sur tous les iPhones à partir de l'iPhone 6. Ça, c'est chouette. Donc, ça veut dire que d'une mise à jour logicielle en un claquement de doigts, donc avec iOS 11 en septembre, donc des centaines de millions d'utilisateurs d'Apple auront des applis en réalité augmentée. Alors, c'est vrai qu'on a eu, j'ai eu au téléphone, par exemple, le développeur, mais on voit, pour les gens qui voient à l'image, un studio qui s'appelle Ned, qui fait de la réalité augmentée. Et qui m'a expliqué qu'en fait, ARKit, tous les développeurs se mettaient dessus, contrairement à Tango où ça intéressait pas forcément les gens parce qu'ils travaillaient, on va dire, un peu pour du beurre, puisqu'ils ont une communauté qui n'existe pas. On peut peut-être expliquer, pour tous ceux qui sont avec nous en version audio, on vous montre en fait une démo d'une espèce de porte virtuelle qui vous permet, quand on la franchit, eh bien, de rentrer dans un autre univers, et c'est vraiment impressionnant, hyper impressionnant. Ouais. Et après, voilà, il y a plein d'applications. Par exemple, je sais pas, si on veut faire des mesures chez soi, on peut avec un mètre virtuel, avec je sais pas, mettre des canapés chez soi pour voir ce que ça va donner. Évidemment, il va y avoir beaucoup de jeux qui vont arriver. Il y a déjà eu Pokémon Go qui était en réalité augmentée, mais qui, on va dire, c'était vraiment avec les fondements et les bases, ça va pas très loin. Et donc là, vraiment, on va avoir certainement des centaines d'applications de réalité augmentée. Il y a déjà beaucoup de sites qui en présentent. Sur Twitter, il y a un compte qui s'appelle Made with ARKit. On peut aller voir, vous allez voir que c'est des trucs vraiment hyper sympas. Alors la techno en fait en elle-même, elle n'est pas aussi poussée que celle de Tango, c'est vrai, parce que finalement Tango, il y a des capteurs supplémentaires qui permettent par exemple de cartographier une pièce en 3D. Ça, Apple ne peut pas le faire simplement en servant. Pas les capteurs nécessaires. Voilà, en fait, ils servent simplement du capteur photo et des capteurs du style accéléromètre, etc. Donc là-dessus, Apple ne va pas aussi loin que Tango, mais Apple, ce qui est malin, c'est que déjà, il a une uniformisation dans les appareils et qui se dit, bon, on va faire de la réalité augmentée qui n'est pas forcément la plus poussée, mais suffisante déjà pour faire des tonnes de contenu intéressant. Et c'est là où Apple, en fait, fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les dernières technos, mais il prend les technos matures et en font quelque chose de suffisant pour tout le monde. Donc c'est vraiment ce qui va démocratiser la réalité augmentée. Alors, c'est pas pour ça que Google est foutu, parce que ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'en fin d'année, donc on aura beaucoup d'applications en réalité augmentée. Il y en aura certainement 2-3 qui vont cartonner, qui seront donc forcément que sur iOS, pas sur Android. Et donc, ce que devra faire Google, c'est peut-être mettre de côté un peu Tango et sortir, on va dire, un SDK ou un kit de développement pour Android en se basant uniquement sur ces mêmes capteurs et sans des capteurs supplémentaires. Jean-Marie, la réalité augmentée sur l'iPhone, c'est un gadget ou ça peut apporter de nouveaux usages ? Ça peut apporter de nouveaux usages. Tout à l'heure, on parlait de redécorer une pièce, de réaménager une pièce. Des jeux à l'extérieur, on a vu Pokémon Go, ça avait bien pris. On peut imaginer des jeux beaucoup plus poussés qui transforment la rue en véritable terrain de jeu. Non, ça fait à la fois rêver, ça peut être très ludique et ça peut être aussi très utile, effectivement. Mais cela dit, on parle de ce truc-là, mais ça fait des années que ça existe. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, au tout début de l'iPhone, il existait déjà des applis de réalité augmentée où on voyait apparaître sur en fait l'appareil photo des petits icônes. Oui, non, mais c'est pas du tout nouveau. Même Snapchat, c'est de la réalité augmentée. Jusqu'à présent, c'était assez basique. Voilà, c'est ça. Pour s'orienter, on voyait où était la station de métro. Exactement. C'est ça. Donc là, c'est plus poussé. Et puis surtout,
surtout, il y a une émulation vraiment chez les développeurs qui est très importante et qui va, à mon avis, vraiment va faire changer les choses. On va avoir la créativité qui va arriver. Exactement. Là, cool. On enchaîne avec Spotify. Peut-être faites-vous partie de ces, je ne sais plus combien de centaines de millions d'abonnés 60 payants. millions C'est pas plus. Je sais, enfin, en tout cas, il y a du monde. Il y a du monde dizaines de millions en tout qui est cas. abonné C'est le chez premier. Spotify, effectivement. C'est le leader. Voilà, Spotify serait peut-être à l'origine d'une petite entourloupe. Oui, alors j'ai une Pas petite méchant, question. hein, Non, mais bon. mais j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu en concert Gabriel Parker, Charlie Key, Greg Barley ou Léon Noël par exemple? Mais moi, je les ai vus, mais tous en même temps. Ouais, tous en même temps. Ils sont super bons. Oui. Surtout Léon. Alors, en fait, c'est des artistes qu'on retrouve sur Spotify, qui ont des morceaux qui sont en général assez nuls d'ailleurs. C'est des espèces de morceaux de piano. C'est pas gentil. C'est de la musique pour, d'ascenseur, C'est quoi. de l'ascenseur en panne, quoi. C'est vraiment. les goûts et les c'est pas couleurs, Non, Raphaël. Oui, c'est vrai. voilà. Ça Parce ne que se peut-être commande que pas. Jean-Marie Mais de tout- collectionne les musiques d'ascenseur. Si je me permets de Non, dire parce que ça. tout à l'heure, on va critiquer André Rieu et Richard Mais non, Klederman. mais non, justement, et mais- franchement, Non, parce que si je me permets de dire ça, c'est parce que je sais que je vais froisser personne parce qu'ils n'existent pas, ces artistes. C'est le site Music Business, Worldwide qui a révélé ça. Et en fait, ils ont repéré sur Spotify une cinquantaine d'artistes avec des noms un peu comme ça, un peu qu'on ne retiendrait pas forcément, qui sont présents. Sauf qu'en fait, vous allez voir ensuite, vous cherchez leur nom sur Google, sur Twitter, sur Facebook, voir leur actualité, etc. Il n'y a absolument rien. Alors ça, c'est une info qui a été sortie il y a un an, qui n'est pas nouvelle. La vraie nouveauté, c'est que Spotify a répondu et en niant complètement le fait d'avoir inventé des artistes. Et comme ça a énervé nos amis de Music Business Worldwide, ils ont décidé de publier la liste des noms des artistes. Donc on a pu aller voir ces artistes. Alors Gabriel Parker, etc. Effectivement, c'est des artistes qui sont sur Spotify, mais qui n'existent absolument pas. Voilà, c'est-à-dire qu'ils Donc- n'ont pas de compte Twitter, ils n'ont pas de vie sur Internet. Voilà. Et pourtant, ils accusent des millions et des Et voilà. millions d'écoutes. Et voilà. Et alors, comment ils se font connaître quand même? Et Mais en oui. fait, la feinte, elle est assez astucieuse, c'est que ça passe par les playlists. Parce qu'en fait, les playlists sur Spotify, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Parce qu'il y a énormément d'abonnés de Spotify qui utilisent des playlists pour découvrir les dizaines de millions d'artistes qui sont sur Spotify. Et alors, il y a ces playlists du style Peaceful Piano ou musique for concentration, enfin pour se concentrer, des musiques d'ascenseur en gros tout simplement, qui sont faites pour être écoutées sans être écoutées. Et ce qu'a fait Spotify, c'est assez malin, donc ils ont casé ces artistes-là dans les playlists, ce qui fait qu'au total, ils totalisent des millions et des millions d'écoutes. Alors par exemple, si je vous dis Charles Bolt, Oui, c'est le fameux Charles Bolt. Charles Bolt qu'on connaît bien, Bien qui a sûr. fait seulement 2 morceaux dans sa carrière, qui a quand même 32 millions d'écoutes. Et au total, ces artistes, donc ils sont 50, ils ont 520 millions d'écoutes. Et alors évidemment, ces écoutes, ça équivaut à de l'argent. Ça équivaut à 3 millions de dollars de royalties, donc que Spotify n'a pas à payer à des majors. Parce qu'en fait, en gros, Spotify, son modèle économique, c'est de rémunérer les majors et de se faire payer par les abonnements. Et comme en casant finalement des artistes qui n'existent pas et qui sont en fait produits par Spotify, eh ben, ça fait que la part à reverser aux majors Bien sûr. diminue légèrement, Et je sais oui. pas, 3-4% à chaque fois en casant quelques artistes. Et au final, ça fait des économies assez importantes. Donc ils auraient économisé 3 millions de dollars. C'est pas rien. C'est pas Alors après, c'est pas forcément énorme par rapport à leurs bénéfices, enfin plutôt leurs pertes, puisque Spotify a quand même perdu 600 millions de dollars en 2016, justement parce qu'ils sont encore, ils doivent ils payer. cherchent leur modèle économique. Voilà, parce vraiment. qu'il manque encore d'abonnés Ouais. et parce que les majors coûtent très cher. Évidemment, il faut Effectivement. rémunérer très cher ces majors. Donc c'est la petite entourloupe de Spotify qui officiellement dément. Mais bon, allez voir Gabriel Parker sur Spotify et Charles Bolt. si vous me le présentez, moi je serais ravi de le rencontrer. ou Voilà. Michel, fils de Voilà. Jacques. Mais alors, enfin bon, le seul truc, c'est que là, on est vraiment sur des playlists qui sont quand même assez, on va dire, particulières. Oui, C'est pas mais- les playlists des hits du moment, etc. Alors, non, mais c'est les playlists les plus écoutées sur Spotify. Eh ben voilà, c'est c'est ça. ça. C'est Ouais. pas les hits, c'est pas toutes les stars qu'on connaît, mais c'est C'est-à-dire qu'on n'est extrêmement pas, oui, écouté. mais dans ces playlists de musique d'ascenseur qu'on écoute de manière Oui. délibérée, en fait, Oui, oui, finalement, on choisit c'est d'écouter. c'est pas grave d'écouter de la musique Mais non, parce que dans ce voilà, style-là. on va pas avoir Ce qui des serait grandes dangereux, c'est d'écouter, par exemple, des chansons qu'on ne connaît pas dans des playlists de tubes, par exemple. Oui, Ça là serait ce plus- serait, mais à ça mon serait avis, plus ça embêtant. se verrait peut-être aussi Ça se verrait un petit plus peu plus rapidement. gros. Mais il y a pas mal de covers en fait sur Spotify. Je sais pas si vous avez Oui, remarqué. il y mais aurait, de il temps y en aurait temps, on peut-être des trouve choses à aller on trouve voir. des ouais. covers. On poursuit avec quoi Une petite Avec nouvelle, Messenger. une brève, on l'a appris assez récemment.
c'est que la pub allait arriver dans Messenger, donc c'est bien. Donc vous avez déjà plein de pubs évidemment sur Facebook, sur votre fil d'actualité. Eh ben, vous en aviez pas assez, vous en aurez encore plus. Maintenant, donc c'est sur Messenger. Ça a commencé en fait à être testé en début d'année et Facebook vient d'annoncer que ça allait être déployé au niveau mondial d'ici la fin de l'année. Yeah. Donc concrètement, ça veut dire qu'entre une conversation, je sais pas, avec vos cousins et une conversation avec votre mère, et ben vous verrez je sais pas, une pub pour du saucisson, enfin une pub pour plein de choses. Si vous aimez le saucisson, évidemment, parce que Facebook vous connaît bien. Donc peu importe. Si par exemple, je sais pas moi, il y a 2 jours, c'était mon anniversaire, Raphaël, vous me l'avez très gentiment souhaité Oui. sur Facebook. On peut imaginer que juste après, j'ai par exemple cette TV OLED dont je rêve, Voilà, de exactement. 65 pouces que vous Voilà. allez m'offrir. C'est ça Forcément, exactement. Ah, ça c'est cool. Et ça me plaît après, voilà, et puis les amis seront obligés de vous l'offrir ensuite, évidemment. Et voilà, c'est clair. Donc voilà, et donc ça pourrait se faire alors comme C'est ça, bien. donc avec des grosses bannières de pub un peu bourrin entre guillemets, hein, mais Eh c'est oui. ce qui va se passer. On a déjà les images, c'est une pub tout simplement, ou alors avec des chatbots, c'est-à-dire que des agents Ça va être dur à conversationnels. encaisser quand même, je pense ça. Je pense que là, le jour où ils vont balancer ça, ils vont se faire un peu Je souffler pense dans les qu'ils vont- branches. ouais, là. mais en fait le problème c'est qu'ils n'ont pas tellement le choix parce que Facebook est complètement dépendant des revenus publicitaires et ils savent faire que ça Ouais. quasiment, Mais puisque c'est pendant, le ciblage enfin, mais publicitaire. sur Messenger, qui est quand même, on va dire, la partie la plus privée Oui. de Facebook, ça va être violent. Oui, mais sauf qu'en fait, ce qu'ils disaient, et Facebook l'a même admis, c'est que sur Facebook, ils ne peuvent plus rien caser, c'est rempli à rabord de pub, et ils peuvent plus mettre de pub. My Donc il n'y a God. plus le choix, il faut mettre de la pub sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. Donc on a de la pub sur Messenger, bon sur Instagram il y en a déjà, sur WhatsApp ça finira sûrement par arriver, etc. Donc Facebook ne sait faire que de la pub et dépendant de la pub, donc va faire de la pub un peu partout. Merci Raphaël. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur 01net.com. Sur 01net Mag, en revanche, là, c'est hyper sérieux cette semaine, car nous allons parler des bobos qu'on peut avoir de temps en temps. C'est vrai qu'on est tous tentés, hein. On a mal à la tête, on a le doigt qui gonfle, on a un bouton, on a un moustique, etc. On va sur Internet et là, patatras, on s'est fait piquer par un moustique tueur. Je veux dire, on a une tumeur qui est en train de pousser dans le doigt et on est hyper stressé. Ouais, vous êtes mort combien de fois, vous? On est, écoutez, je sais plus, mais en fait, après, on se rend compte qu'il faut plus regarder parce que autrement, Qu'il faut plus regarder, il faut peut-être pas exagérer. Ouais, mais c'est vraiment, Ça dépend. Si vous êtes vraiment la psychose hypochondriaque, n'est pas loin, quoi. si vous êtes vraiment hypochondriaque, je vous confirme que c'est un enfer et on y reviendra. Je vous déconseille peut-être d'aller voir. Mais sinon, on trouve quand même Oui, de bien sûr, l'info. il y a de l'information sérieuse. Alors, le problème, c'est que parfois, on se demande pourquoi c'est toujours les mêmes qui remontent, hein, quand vous faites Oui, une recherche c'est sur vrai. de l'info santé. Qui remonte généralement en premier, d'ailleurs, Ouais, dans les premiers. Doctissimo. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi? Il y a à toutes, il y a. Oui, il y a à il toutes, quoi, hein. Oui, mais, enfin moi, personnellement, je vais souvent Doctissimo, mais Voilà. j'y vais pas. Sur les forums, en tout cas, c'est un. Voilà, Pas et donc possible. nous on s'est demandé, mais comment ça se fait que Doctissimo remonte aussi facilement que ça et systématiquement, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu anguille sous roche? Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est que Doctissimo, effectivement, déjà, c'est pas un site qui est très jeune, hein, il a été lancé en 2000, donc c'est son contenu Oui, qui, et puis il est effectivement, bien implanté sur le web. le fait remonter. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne Google, hein. Je vous rappelle que Google s'appuie pas mal sur son algorithme PageRank, ce qui veut dire que plus un site est consulté, plus il remonte facilement en tête des résultats de recherche. Et avec le forum de Doctissimo qui quand même est très très alimenté, donc il y a une sorte de cercle vertueux pour Doctissimo qui fait que de toute façon il remonte. Autre raison quand même, je vous disais, de ce succès, c'est quand même c'est lorsqu'en 2000 les premiers sites de santé se sont lancés, en fait ça a été un flop, ça n'a pas marché pendant les 2 premières années. Et sont restés donc ceux qui ont résisté. Et Doctissimo en fait partie. Et aujourd'hui, Doctissimo, c'est 50 000 articles scientifiques, 300 dossiers de fond, 8 000 références. Enfin, Oui, c'est un peu le Wikipédia de la santé, quoi. C'est un peu le Wikipédia de la santé, mais surtout, Avec l'aspect communautaire. ce qui fait son point fort, surtout, c'est l'aspect communautaire et les forums. Oui, moi aussi, j'ai une boule au doigt, je vais bientôt Ah mourir. non, autant non, etc. mais le contenu de Doctissimo sur les contenus en fait rédigés, ils sont bons, mais alors sur les forums, c'est sûr que c'est. Ouais, oui. Et ils modèrent pas tellement, j'ai l'impression. Alors, si, bon, justement, quand alors justement, c'est demandé, mais alors le forum, est-ce que qui modère, qui sont-ils? Et contrairement à certains de ses concurrents, où on ne trouve pas un médecin à l'horizon parmi les modérateurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Doctissimo, il y a bien des médecins
qui modèrent. Donc des médecins qui sont rétribués par Doctissimo pour ça et qui sont médecins de par ailleurs, donc c'est une activité parallèle. Donc non, c'est pas n'importe qui modère. Alors bien évidemment, la modération, elle se fait pas de façon instantanée. Donc entre le moment où un post tombe et le moment où il est modéré, parfois il y a un delta et vous avez le temps vous de lire la bêtise qui a pu être écrite dessus. Vous savez quels sont les sujets de prédilection sur le forum de Doctissimo, justement? Je sais pas trop. Je dirais le sexe, à mon avis. Ouais. Non. Alors aujourd'hui, alors le sexe, c'est intéressant ce que vous dites, Non, Raphaël, parce que dans le passé, effectivement, le sujet le plus traité tournait autour du sexe. Ben c'est plus le sexe. C'est plus le cas. C'est plus le sexe du Attendez, tout. qu'est-ce que ça peut être alors? Je sais pas. Non, faut les allergies. Oui. Non, ça a été dépassé par la dépression. Ah. Yo, la dépression, la déprime et le stress arrivent en tête. Non mais attendez, c'est quand même, c'est effrayant quand même. Non, mais c'est assez, c'est assez révélateur quand même. Une super photographie, un instantané de la société. Ouais, vous voulez la suite? Allez-y. Ensuite, c'est le surpoids et l'obésité. Oui. Ça donne envie. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de ce petit bouton qui se termine. Ensuite, c'est le cancer. Ah, bah oui, quand même. L'anorexie, la boulimie, les drogues et la dépendance, la contraception et enfin le sevrage tabagique. Alors les drogues avant la contraception quand même. Ouais, bah oui. Oui, attends, quand même. Alors tous ces thèmes-là sur le forum de Doctissimo, c'est ceux qui dépassent largement le million de messages. Et que je vous disais, la dépression, la déprime et le stress, rien que ça, c'est entre 4 et 5 millions de messages. Hein. Ah ouais. Donc, quand on arrive au sevrage tabagique, là, on est juste au-dessus du million. Du coup, si on est déprimé et qu'on va avoir des contenus sur des gens déprimés, du coup, on est encore plus déprimé. Et peut-être pas, parce que peut-être qu'on lit des contenus de gens qui sont encore plus déprimés que vous, et ça ce nous qui fait que ça vous dit relativiser. ah ouais, bah finalement, je suis pas aussi déprimé que ça. Par contre, c'est vrai que je pense que ça peut permettre plus sérieusement de rencontrer, d'échanger vraiment avec des gens qui partagent son quotidien. Parce que parfois, on n'est pas compris par son entourage. C'est sûr. Enfin, deux déprimés qui échangent entre eux, ça doit être déprimant quand même. Enfin bon. Là, on rentre dans des détails. Ouais. Alors justement, nous, on est allé interviewer des médecins et dont un modérateur de Doctissimo forcément, quand on lit les réponses, jusqu'à quel point il faut faire attention. Et effectivement, ce que nous confirmait un des médecins, c'est surtout qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit là-dessus. Parce qu'il nous disait, entre autres, que partant d'une simple rougeur, vous aurez vite fait d'aboutir à un cancer cutané généralisé ou d'une petite douleur ventrale qui serait le signe d'un infarctus mésentérique. Et le problème, en fait... J'ai un infarctus mésentérique. Oui, mais ce que nous expliquaient ces médecins, c'est que finalement, le problème de ces forums-là, c'est quelque chose qui est formidable de par ailleurs, c'est le lien hypertexte. Oui. Le lien hypertexte qui, techniquement, lorsqu'on surfe sur Internet, c'est super pratique. On passe d'une info à une autre, on circule et puis on arrive à décrocher comme ça. Mais il nous disait, pour les médecins, pour le diagnostic, c'est terrible. C'est terrible, c'est le pire ennemi du diagnostic. Donc surtout, ne pas suivre tous ces liens-là. Et moi, vous savez, j'ai un ami qui est allé qui est médecin et qui me disait qu'il avait des patients qui lui disaient en entrant, écoutez, je sais ce que j'ai ce truc-là et tout, je suis allé voir sur Internet, donnez-moi ce traitement s'il vous plaît. C'est dingue, hein, il y en a oui, c'est l'automédication. Et comme il y a plein de médicaments en libre service. Et oui, mais comme il y a encore des médicaments qui sont sous ordonnance, ils sont obligés d'aller chez le médecin, mais ils disent, ok, je sais ce que c'est, hein, les gars. Je regardais sur Internet et c'est dingue. Hein. Oui, non, mais comme quoi, c'est pratique, mais il faut s'en servir comme d'un outil. Ensuite, je vous le disais, si vous êtes hypochondriaque, là, vous n'allez même pas voir. Hein. Je veux dire, même vous cassez le wifi. Même le nez qui coule, vous n'allez pas voir, surtout pas. Après, ce que de toute façon nous rappellent les médecins, c'est quand vous avez un doute, vous consultez. Quoi. Sachant que, de par ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même d'autres applis aussi qui permettent d'avoir une sorte de mini-consultation, ne serait-ce que sur son smartphone, et qui peuvent vous éviter aussi d'aller consulter directement. À retrouver dans le dossier de 01net Mag, ici les amis, voilà, dans les kiosques actuellement. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Bon, on va aller vite voir sur doctissimo.com là parce que je sais pas, j'ai l'épaule qui me gratte. Ah oui. Ouais. Pas grave. C'est bizarre parce que Raphaël se grattait justement l'épaule tout à l'heure. Peut-être qu'on a attrapé un virus contagieux terrible. Merci Raphaël. Merci François. Et vous restez avec nous dans un instant. Pépé Garcia sera là. On va parler du Japon, du vintage, des tendances high-tech au Japon et puis du premier
Blu-ray Ultra HD qui sort chez Disney. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.